Bonjour à tous, merci de rejoindre ce webinaire FEVAD en partenariat avec Potion et Direct Plus. Je vais replacer un petit peu le contexte de ces ateliers. Là, nous avons tenu en mois de septembre le traditionnel challenge de start-up que nous tenons à la FEVAD depuis déjà de nombreuses années, et il était convenu que le trio gagnant pouvait bénéficier effectivement d'un webinaire. Et donc Potion fait partie de ce trio gagnant. Il était deuxième ex aequo avec Market Invader. Market Invader a déjà fait l'objet d'un webinaire. Le premier étant Unify, que nous avons reçu il y a quelques semaines. Et donc nous sommes ravis d'accueillir Potion et d'accueillir plus particulièrement Paul Warlord, qui est le cofondateur de Potion. Et puis, nous aurons un grand témoin, effectivement, qui apportera son expertise sur ce sujet, qui est un e-commerçant, et en la personne de Karim Kouider, qui est le cofondateur de Direct Optique, directeur digital et e-commerce du groupe Acuitis. Bonjour Karim. Bonjour. Ces solutions, elles ne sont pas nouvelles, hein. Personnaliser l'UX, c'est pas nouveau. On a un certain nombre, vous les connaissez tous, un certain nombre de grands acteurs, enfin plus ou moins grands d'ailleurs sur le secteur, hein. Je pense à des boîtes comme Caméléon, Abetesti, Content Square. Alors, ils ne font pas exactement la même chose, hein. On verra tout au long de cet atelier comment la spécificité de Potion en la matière et des solutions que propose Potion. Je pense aussi à Target tout ça, je ne sais pas si je l'ai cité. Mais ce qui nous a semblé intéressant là avec Potion, c'est effectivement ce qui apparaît en bleu, hein, sans cookies. On ne va pas trop parler des faits récents, sinon on pourrait y consacrer le webinaire entier, hein, à savoir ce qui s'est passé récemment avec Google Analytics notamment. Mais bon, Paul nous dira comment il gère cette personnalisation sans cookies, justement, quels sont les mécanismes techniques qu'il utilise pour faire ça. Et bien sûr, on reste ouvert aux questions concernant ces sujets-là. Il y a des groupes de travail à la FEVAD qui se consacrent à ça, et ce sera l'objet d'autres webinaires. Si vous vous êtes intéressé, nous serons ravis de vous y accueillir. Voilà, je précise, dernier point, que le webinaire est enregistré. Il fera l'objet d'une diffusion à ceux qui sont qui a un lien pour regarder le replay et puis la présentation. Et puis, je vais très rapidement, alors je ne me suis même pas présenté, je suis Bertrand Pinault, je travaille à la FEVAD avec Claire qui est présente également. Et tous les deux, nous animons un certain nombre de webinaires, nous organisons un certain nombre de webinaires. Je m'occupe également à la FEVAD de toutes les questions liées au paiement sur Internet et également aux questions de logistique et de transport. Voilà, des sujets éminemment d'actualité. Le paiement avec une directive sur les services de paiement qui a transformé le paiement chez tous e-commerçants que vous êtes, le parcours client également. S'il y a des questions d'ailleurs sur la personnalisation du parcours de paiement ou du choix dans la page du transporteur, on pourra évidemment y répondre, mais là, on va démarrer tout de suite. Je vais passer la parole à Paul pour qu'il nous présente Potion et qu'on rentre directement dans le cœur du sujet. Merci de couper vos micros. Alors, on aura un temps de questions-réponses à la fin. Bien évidemment, vous pouvez toujours, je trouve que c'est préférable d'ailleurs, au fil de la présentation, poser vos questions, vous levez la main avec la petite main qui se trouve en haut ou par le chat et on arrêtera la séance pour répondre aux questions au fur et à mesure. Voilà. David, je te laisse la parole. Merci, merci beaucoup. Donc, ravi déjà d'avoir été invité par la FEVAD à cet atelier. C'est un grand plaisir. Donc, moi, je suis Paul Vourlot, je suis le cofondateur, un des cofondateurs de Potion. Nous sommes trois. Et je m'occupe principalement chez Potion des sales et du marketing. Voilà, et je vais laisser Karim aussi se présenter. Bonjour tout le monde, merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Donc, moi, je suis un des deux fondateurs de Direct Optique, qui est le premier site de vente de lunettes de vue en France sur Internet. Je travaille désormais, puisqu'on a vendu la société il y a 4 ans au groupe Acuitis et je suis directeur du digital pour le groupe Acuitis. On travaille avec Paul et Potion depuis, je ne sais plus, 2-3 ans, je pense.
Et du coup, merci beaucoup Karim d'avoir accepté d'être notre grand témoin aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce sera intéressant pour tout le monde. Et effectivement, comme le disait Bertrand, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous auriez. On sera ravis d'essayer d'y répondre. Alors, je vais partager mon écran. Normalement, vous devriez voir une slide introductive qui s'appelle « Comment personnaliser l'expérience utilisateur sans cookies ». Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? Oui. Personnellement, oui. Tout va bien. Super, super, super. Donc, la personnalisation de l'expérience utilisateur, effectivement, comme le disait Bertrand, ce n'est pas un sujet qui est nouveau. En revanche, c'est un sujet sur lequel il y a des nouveautés qui arrivent sur le marché. Et il y a notamment, on va dire, deux nouveautés principales. La première, c'est le fait de le faire sans cookies. Et effectivement, on ne va pas revenir sur toute la problématique actuelle des cookies parce que ça serait en effet le lieu d'un webinaire dédié probablement. Donc le fait de le faire sans cookies et puis aussi le fait de rendre plus accessible et plus simple cette personnalisation en passant par des solutions qui sont plus, on va dire, plus agiles. Et je ne m'étendrai pas sur le sujet tout de suite, mais on y reviendra. Alors, le programme... Je vais juste te couper une seconde. Je crois qu'il y a des gens qui ne voient pas l'écran. Est-ce qu'il y a un mode de présentation particulier que tu as utilisé là? Alors, en principe, non, mais je peux essayer de refaire la manipulation. Ceux qui se sont manifestés, est-ce que vous pouvez confirmer? Ah, c'est bon, me semble. Lionel nous dit que c'est bon. En quittant la conversation et en revenant, ça fonctionne. Donc, je pense que c'est la même chose pour les autres, peut-être. Est-ce que vous pouvez essayer de vous reconnecter? Et puis, on va continuer. Tu peux reprendre, je pense. D'accord, n'hésitez pas en tout cas s'il y a des soucis, effectivement. Donc le programme de cet atelier, donc revenir un petit peu sur la définition et les enjeux de la personnalisation de l'expérience utilisateur. Donc évidemment, UX, c'est expérience utilisateur, hein, user experience. Par contre, là, je vois pas ta présentation, là, moi, personnellement. Les problèmes techniques. Oui, ça fonctionnait très bien tout à l'heure, c'est ça qui est assez curieux. Ouais, ça va dépendre des configurations. Alors, je ne sais pas comment je peux... Ce que tu as présenté la première fois, alors tu voyais pas les inscrits, c'est ça? C'était ce qui te gênait, non? Non, ça n'a aucun souci pour moi. Donc là, j'ai coupé la présentation. Je vais essayer de revenir dessus. Alors moi, je l'ai, je peux peut-être essayer de la partager si elle n'a pas bougé depuis. Elle n'a pas bougé. Mais bon, ça sera moins pratique. Je vais réessayer une dernière fois peut-être. Et puis, hop. Est-ce que vous voyez mon écran désormais? Non. Non, toujours pas. D'accord. Tu veux que je la partage de mon côté? Et puis... Parce qu'effectivement... Alors, si je partage de mon côté... Est-ce que vous voyez mieux? Moi, je vois ton écran, pour le coup. Je vais me mettre en mode présentation, si ça veut bien. Voilà. Super. Merci beaucoup. Donc, nous allons voir ensuite comment Potion répond à ces enjeux. Ah, pardon, vous voyez, oui. Pas de problème. On reviendra ensuite donc, sur le cas d'usage Direct Optique Potion. Donc, c'est vraiment le cœur hein, du webinaire, c'est que Karim puisse partager son expérience et qu'on puisse échanger sur la personnalisation de l'expérience utilisateur dans le contexte de Direct Optique. On reviendra ensuite rapidement sur les potions, sur les différentes solutions de potions, qui s'appellent du coup des potions,
et bien entendu la séance de Q&A, même si, comme le disait Bertrand, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, et on fera tout ce qu'il faut pour y répondre. Bertrand, du coup, je te propose de passer à la slide d'après. Donc, la personnalisation de l'expérience utilisateur, hein, c'est de manière très simple le fait d'afficher un site internet différent aux internautes en fonction soit de leur comportement sur le site en temps réel, soit de leur comportement passé sur le site. C'est effectivement une technique marketing. Pourquoi marketing? Parce qu'évidemment, ça permet d'augmenter en fait le taux de conversion et ça a un impact positif sur le business. Hein. Alors, sans rentrer dans les poncifs de la comparaison entre le e-commerce et le point de vente, mais peut-être que l'avis de Karim sera intéressant puisque Karim a des points de vente et un site e-commerce. Mais c'est vrai que quand vous rentrez dans un magasin, vous avez un vendeur ou une vendeuse qui est là pour vous accueillir, qui peut potentiellement vous reconnaître, qui vous voit aussi évoluer dans le magasin et qui adapte son discours en fonction de ça. Et donc, la personnalisation de l'expérience utilisateur, c'est la même chose, mais sur un site Internet. Pour être mise en œuvre, cette personnalisation, elle a besoin d'éléments fondamentaux que sont évidemment les données. On ne peut pas personnaliser l'expérience utilisateur si on n'a pas de données pour savoir ce qu'il faut montrer à un utilisateur. Et la segmentation, donc une fois qu'on a une masse de données, il faut être capable de segmenter ces données pour pouvoir ensuite prendre des décisions d'activation. Donc données et segmentation, et puis aussi vraiment l'activation. Et donc l'objectif de la personnalisation de l'expérience utilisateur, c'est donc d'augmenter le taux de conversion. Donc de manière très, très simple, hein, c'est un indicateur que vous connaissez tous pour votre site, je pense, pour votre ou vos sites. C'est aussi un moyen d'accélérer le cycle de vente, donc d'avoir des cycles de vente qui sont plus courts, de se différencier par rapport à la concurrence. On reviendra juste après sur pourquoi c'est important de personnaliser l'expérience utilisateur, mais les internautes sont maintenant en mesure de différencier un site qui est personnalisé d'un site qui ne l'est pas. Et fidélisation, ça passe aussi principalement par le fait qu'un site qui est personnalisé donne une image aussi de modernité qui ne peut qu'avoir un impact positif sur la perception qu'ont les internautes de ce site internet. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, la personnalisation de l'expérience utilisateur, pourquoi on en parle aujourd'hui et pourquoi on en fait un sujet à part entière, c'est parce que c'est devenu une exigence en e-commerce. Il y a une époque qui n'est pas si lointaine où la personnalisation de l'expérience utilisateur était réservée à des sites internet, on va dire, références. On a tous, un jour ou l'autre, quelqu'un qui nous a dit, comme sur Amazon, où quand on navigue sur le site, on nous reconnaît, on nous fait des recommandations qui sont adaptées. Et il y a une époque où on pouvait très bien se contenter d'avoir cette dichotomie entre les gros comme Amazon et puis les autres sites web. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a 2/3 des internautes qui sont en mesure aujourd'hui de vraiment dire si un site est personnalisé ou ne l'est pas. Et 40% des internautes qui déclarent, quand ils sont interrogés, qu'ils dépensent plus sur un site internet qui est personnalisé. Donc nous, notre message aux e-commerçants, c'est que ce n'est plus, on va dire, une petite cerise sur le gâteau. C'est vraiment devenu une nécessité. Alors, pas au même titre, parce qu'il ne faudrait quand même pas exagérer, mais presque au même titre qu'une solution de paiement, qu'une solution logistique. Ça devient une vraie brique du site internet. Et donc, sur la slide suivante, ce qu'on met en avant, c'est que la problématique de cette personnalisation, c'est que jusque-là, elle se faisait principalement au mépris de la vie privée des internautes. Donc là, vous me voyez arriver, hein, on parle bien entendu du sujet cookie. Le modèle classique, traditionnel de personnalisation, c'est de créer des profils utilisateurs qui vont servir donc à personnaliser l'expérience. Jusque-là, ces profils étaient créés au travers de technologies identifiantes, comme le sont par exemple les cookies. Donc très concrètement, hein, le cookie va identifier l'internaute dans son navigateur, et ensuite, cette donnée, elle va être exportée dans des serveurs, qui peuvent être chez le e-commerçant ou chez son prestataire. Et ces données dans ces serveurs vont servir à du coup créer les profils et vont être rapatriés dans le site à chaque fois qu'on a besoin d'une information. Donc c'est des échanges entre un site internet
et des serveurs avec des identifiants. Et ça, évidemment, ça pose des gros problèmes au niveau du respect de la vie privée des internautes, et c'est le sujet auquel la RGPD s'attaque depuis maintenant un petit moment, mais avec effectivement une accélération en ce moment du traitement de ces problématiques. Donc ça, c'est le premier problème qu'évidemment, on va réussir à résoudre avec nos technologies sans cookies. Et le second problème de cette personnalisation, c'est son accessibilité. Donc le fait qu'elle soit complexe à mettre en place pour plusieurs raisons. Et on va dire que les raisons principales qui nous sont remontées par nos clients et par les e-commerçants avec lesquels on discute aujourd'hui, c'est une difficulté en termes de ressources. Les projets de personnalisation de l'expérience utilisateur, c'est des projets qui sont lourds d'un point de vue technique, mais qui sont aussi lourds d'un point de vue gestion de projet. Et aujourd'hui, les e-commerçants, et Karine, tu pourras nous dire si tu es d'accord avec ce constat, mais c'est quand même, on va dire, des business dans lesquels il y a des cycles qui sont très tendus, et il y a une vraie problématique de ressources en général en interne chez les e-commerçants, que ce soit des ressources en dev, si on a des développeurs chez soi, ou que ce soit même des ressources qui sont capables de gérer des projets externes. Je ne sais pas, Karine, si tu partages ce constat. Ah oui, tout à fait. Nous, une des raisons, enfin, on y reviendra après, mais pour lesquelles on aime bien travailler avec Potion, c'est que justement, c'est très simple et ça nous évite d'avoir à galérer pendant des dizaines de jours avec l'IT qui ne veut pas forcément prioriser certaines choses et d'avoir des solutions qui se mettent en place très facilement. Ouais, c'est d'autant plus crucial à une période où effectivement les ressources IT sont... Il y a quand même quelques tensions sur ces ressources-là, comme sur d'autres, dans le e-commerce d'ailleurs. Je pense à la logistique, mais il y a des ressources rares et chères. On avait fait d'ailleurs un sujet avec KPMG sur cette question au dernier salon e-commerce là. Donc on pourrait vous retrouver effectivement les analyses qu'on a faites à ce propos sur les tensions de certains profils à trouver. Donc d'autant plus compliqué à mettre en œuvre. Oui. Voilà, c'est ça. Et donc, la conséquence de ça, c'est que c'est aussi des projets qui coûtent cher. Soit ils coûtent cher parce que vous les faites en interne, et donc vous mobilisez des ressources, donc ça coûte cher. Soit ils coûtent cher parce que vous les faites en externe et que vous faites appel à des solutions qui potentiellement peuvent vous facturer des frais de mise en place, parce que comme ce sont des projets techniques conséquents, il y a besoin d'avoir une phase de mise en place poussée, et aussi potentiellement engager le contrat sur du long terme. Et donc, une solution de personnalisation, en général, c'est une ligne budgétaire qu'on va mobiliser pour faire un test, mais en fait un test qui va durer assez longtemps. Et donc, problématique économique, en fait, finalement, sur ce sujet-là aussi. Et le troisième point, c'est plutôt une problématique technique, c'est que au-delà de l'aspect cookie du point de vue du respect de la vie privée, il y a aussi le fait que la technologie des cookies et toutes les technologies, on va dire, cloud-based, donc qui vont stocker la donnée à l'extérieur dans des serveurs, pose des problématiques d'efficacité des sites web. Ça ralentit le site internet. Vous voyez bien quand vous naviguez sur vos sites web, si vous avez beaucoup de solutions externes, par exemple, qui viennent poser des cookies chez vous, vous voyez bien les temps de chargement qui sont impactés quand vous faites, par exemple, des audits avec les outils de Google qui sont disponibles, les Lighthouse ou PageSpeed. La technologie habituellement utilisée n'est pas très performante d'un point de vue technique. Et donc, l'approche de Potion aujourd'hui et l'approche dont on va discuter, c'est une approche sans cookies grâce à une technologie qui s'appelle le Edge Computing. Donc Bertrand, on peut passer sur la slide d'après. Merci. Le Edge Computing, donc je vous ai expliqué tout à l'heure le principe de j'identifie l'internaute dans son navigateur avec un cookie, j'exporte la donnée dans un serveur. Le principe du Edge Computing, c'est de laisser la donnée dans le navigateur de l'internaute. Donc, de manière très concrète, quand l'internaute va naviguer sur un site équipé d'une technologie Edge Computing, les actions de l'internaute vont être enregistrées, mais dans son navigateur, sans identifiant. Elles ne vont jamais être exportées. Et donc ensuite, pour personnaliser l'approche sur le site Internet, au fur et à mesure que l'internaute évolue dans son parcours de conversion, la technologie va juste avoir besoin de puiser l'information dans le navigateur plutôt que d'aller la chercher sur un serveur externe.
Donc, les vertus de ce type de technologie, elles sont donc éthiques à nouveau, hein, puisqu'on n'a pas besoin d'identifier les internautes, que ce soit à leur insu ou non d'ailleurs. Mais c'est aussi que c'est beaucoup plus simple à déployer, puisqu'il n'y a pas de serveur à monter, il n'y a pas d'environnement, on va dire, de sécurité informatique et juridique à mettre autour de la data. Et ça permet au site de fonctionner de manière beaucoup plus efficace. On pourrait imaginer, en fait, on peut imaginer que le web va se diriger petit à petit vers un monde où les sites internet sont un peu comme des web apps, finalement, et fonctionnent avec leurs propres données, un peu à l'image des applications mobiles, hein, qui stockent, en fait, l'historique de vos usages. Et donc, c'est comme ça que le web va avancer, et ces technologies-là sont au service de ces nouveaux principes de fluidité, de respect de la vie privée. Et Alors ça, après, oui. non, je crois que c'est une question qui avait été posée à l'occasion du pitch de Start Me Up. On se remet quand même dans la main des éditeurs de navigateurs et des éventuelles évolutions quant à la possibilité de stocker ou pas de la donnée sur le navigateur. Effectivement, il y a une certaine dépendance au navigateur, mais ce qu'il faut voir, c'est que ces technologies-là ont été développées alors, initialement par Google, plutôt sur des problématiques publicitaires. Et en fait, c'est des technologies qui représentent vraiment une évolution technologique importante du web. Et donc, les navigateurs, et en particulier Google Chrome, qui en fait fournit son moteur à tous les autres navigateurs, quasiment, investissent beaucoup pour faire évoluer le marché dans ce sens-là, et on va dire que c'est un mouvement massif, mondial, et donc l'inertie, on va dire, est assez faible, l'inertie est forte, plutôt importante, ce qui fait que le risque d'évolution majeure à très court terme est très faible. Surtout que ces technologies vont vraiment dans le bon sens du respect de la vie privée des internautes, mais aussi d'un fonctionnement plus performant du web, et donc au service aussi des acteurs économiques du web que vous êtes tous sur ce webinaire. D'accord. Petite parenthèse, je suis totalement aveugle sur les mains levées ou sur le chat en présentant la presse. Donc Claire ou toi, Paul, si tu vois des choses, n'hésitez pas à arrêter, oui, ou à solliciter les questionneurs. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Pour le moment, je ne vois rien de particulier, mais je vais rester attentif. Voilà, et donc en conclusion sur cette partie-là, hein, et ensuite on va rentrer dans le cas concret de Direct Optique, pardon. En conclusion sur cette partie-là, ce sont des technologies, une approche du marché qui ont des avantages à la fois pour les e-commerçants, puisque le parcours d'achat est plus efficace, avec une augmentation potentielle des revenus de plus 5 à plus 10%. Ça a des bénéfices pour les internautes aussi, qui ont une expérience d'achat qui est meilleure et qui naviguent en confidentialité. Et donc, élément de réassurance fort. Et ça a aussi des vertus pour la planète, donc de manière des vertus environnementales, puisqu'on réduit en fait la quantité de données nécessaires à un web performant, et on réduit la quantité de transport, on réduit le transport des données, puisque la donnée reste dans le navigateur des internautes, elle n'est jamais dupliquée, elle est stockée une seule fois, elle n'est pas partagée entre de nombreux acteurs, très souvent outre-Atlantique. Donc on va dire qu'on participe à une forme de sobriété du web avec ce type de technologie. Bien évidemment, l'internaute reste maître de la possibilité d'ouvrir son navigateur à ce dépôt de données, j'imagine, dans son paramétrage. C'est comme les cookies, quoi. Alors, par défaut, les navigateurs sont paramétrés pour que ces données puissent être stockées, hein, puisqu'elles servent dans d'autres contextes à faire fonctionner le site web. On pourra rentrer éventuellement sur le sujet du consentement, hein, d'un point de vue... nous, on recommande à nos clients de demander un consentement pour l'utilisation de ces technologies-là. Mais on va dire que ce sont des technologies qui sont exploitées dans les navigateurs de façon native et par défaut. Je continue. Oui, donc là, sur cette partie-là, j'ai déjà résumé les bénéfices, hein, pour les trois parties prenantes principales, hein, aujourd'hui. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est de rentrer directement
dans le cas d'usage de DirectOptic, Karim, je te laisse la main. Est-ce que tu avais des commentaires à apporter sur la partie précédente? Je ne sais pas si ces technos-là, avant qu'on travaille ensemble, c'est des choses que toi, tu avais déjà vues ou tu avais déjà proposées ou... Non, 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 avant qu'on travaille ensemble, on n'avait pas eu l'occasion de travailler sur ce genre de techno, mais en tout cas, ça a fait mouche chez nous. Donc, non, je ne connaissais pas, donc c'était une innovation, c'était intéressant de travailler avec ça. Super. Merci. Du coup, on peut peut-être aller sur la slide. Je pense qu'il y a des slides qui sont sautés là. Ah, pardon. Je crois qu'il y avait une slide de présentation de DirectOptic. Donc, DirectOptic, je vous fais rapidement le résumé de ce qu'on fait. Donc, on fait plus de chiffres que ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Je suis désolé, attendez, je vais essayer quand même de revenir à... Ah ben voilà, il y a cette slide qui Voilà. avait sauté, ouais. Bon, je vais essayer de la mettre en mode... Alors oui, il faut que j'arrête de partager pour ça et que je revienne à un autre mode de partage. Et je vais refaire. Voilà, ça sera mieux. 2 petites secondes et là j'aurai même la vue sur le... Voilà. Est-ce que vous me voyez là? Vous voyez la presse? Ouais, c'est bon. C'est la bonne page. Bon, c'est pas grave, hein, pour parler DirectOptic, on n'a pas forcément besoin de slides, ça laisse le temps de corriger les problèmes. Et non, DirectOptic, en résumé, on était le premier site de vente en ligne de lunettes de vue en France. On a commencé en 2008. J'ai créé la société avec un autre associé. Donc à la base, on vendait des lunettes de vue uniquement sur Internet en tant que pure player. On s'est assez vite rendu compte que le marché du online sur la lunette de vue, il existait, mais il n'était pas très grand. Donc on pouvait faire 1-2 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais c'était assez limité. Donc, on a créé des magasins, on s'est développé et on a aujourd'hui la société à 70 magasins et on fait donc toujours de la vente en ligne, mais notre stratégie principale s'appuie sur le direct to store du site web vers les magasins. Donc on ne développe pas, alors on doit être une des rares enseignes qui ne développe pas son e-commerce en agrandissant son réseau, mais vu qu'on vend des produits où les gens ont quand même un fort besoin d'essayer, de toucher, puis il y a aussi des problématiques de remboursement avec le tiers payant, etc., qu'on peut faire beaucoup plus facilement en magasin que sur le site internet. Donc aujourd'hui, la majorité de notre chiffre d'affaires se fait quand même en magasin et une partie toujours sur le site web. Voilà. Et on a rejoint le groupe Acuitis en 2018. Donc en fait, on a désormais différentes sociétés qui font de la vente de lunettes, enfin pas forcément de lunettes, mais de lentilles. En l'occurrence, on a fait l'acquisition du site lentilles-moins-cher.com qui est le leader de la vente de lentilles sur Internet en France. Très bien. Alors là, vous voyez les 3 enjeux clés, c'est ça? C'est ça. Alors du coup, effectivement, on avait abordé le sujet tout à l'heure. Pour nous, un des enjeux, c'était de ne pas être dépendant de la DSI pour la mise en place des solutions. Alors, je dis DSI, mais nous, on est une petite société, donc on n'a pas une armée de développeurs et un grand DSI qui décide tout. Le DSI, c'était plutôt moi, mais en l'occurrence, on avait quand même des gros problèmes de bande passante sur la capacité à mettre en œuvre ce genre de solution. Et en plus, notre site, il est sur une solution perso. Il n'est pas sur un Magento, un Shopify ou quelque chose comme ça. Et souvent, on nous proposait des solutions en nous disant, vous inquiétez pas, il y a un connecteur, en 2 minutes, c'est implémenté. Manque de bol, nous, c'était pas le cas. Donc, chaque fois qu'on voulait implémenter quelque chose, ça nous demandait des journées de développement, de négociations pour arriver à caler ça dans le planning, etc. Et donc, le fait qu'on ait pu implémenter des solutions de Paul avec juste un petit tag en fait à mettre qu'on peut mettre avec Google Tag Manager, ça se fait là pour le coup en 2 minutes chrono. Ça a été quand même assez décisif dans la décision d'utiliser Potion parce que c'est vrai que c'était bon, ok, on essaye et puis 2 minutes après ça fonctionnait. Donc ça c'était quand même important.
Puis ça nous a permis de pallier en fait à des manques sur notre site, puisque notre site il est assez ancien, il date de 2011, donc on a un gros chantier en ce moment de refonte complète du site, mais le site actuel il est assez ancien, on a des fonctionnalités qui n'étaient pas forcément optimales, et c'est pareil, pour les améliorer, ça nous demandait beaucoup de temps de développement, beaucoup de refonte de certaines parties, et là par exemple avec la solution Propulse, je ne me trompe pas, Paul, quand on a les produits, je me trompe des fois dans les noms, mais quand on a les produits en bas avec une sorte de wishlist qui nous permet de revoir, on va voir après, je crois qu'il y a une démo qui est prévue, une vidéo. Ça nous a permis finalement de pallier à des manques qu'on avait sur notre site, pareil, sans avoir de développement à faire et avec un coût relativement modéré, et d'ajouter aussi des nouvelles fonctions, puisque la fonctionnalité qui permet aux gens de reprendre leur navigation à l'endroit où ils étaient, donc là si je ne me trompe pas elle s'appelle Flashback, ça, je suis à peu près sûr, c'était aussi quelque chose qu'on n'avait pas forcément envisagé, mais une fonctionnalité qu'on a trouvée intéressante, puisqu'on a un parcours d'achat assez compliqué. Si on vendait des chaussettes, peut-être que les gens viendraient, trouveraient notre site et se diraient bon, ben, cette paire de chaussettes, elle est sympa, je l'achète tout de suite. Là, en l'occurrence, on vend des lunettes de vue. Les gens, ils viennent, ils découvrent, ils reviennent sur le site, ils vont chercher des avis, voir si on est sérieux, etc. Donc, il y a beaucoup d'allers-retours en fait, sur notre site avant un achat. Et le fait de pouvoir leur permettre de revenir à l'endroit où ils ont laissé leur navigation la dernière fois, éventuellement de remplir les formulaires quand ils ont quitté, par exemple, s'ils ont quitté sur la page où on leur demande toutes leurs informations de création de compte, de pouvoir récupérer ces informations-là directement, c'était intéressant. Au final, tout ça, ça nous permet d'augmenter la conversion des utilisateurs sur le site, des visiteurs. Vous l'avez mesuré, ça? Si c'est pas... Oui, je crois qu'on a des datas à la fin. On a des datas. Oui, on aura les stats, effectivement. D'accord, j'en profite là pour prendre la question qui est sur le chat là, de Carole qui demande effectivement si ici on demande le consentement de l'internaute, quelle est la différence avec la problématique cookies? Alors, disons qu'aujourd'hui, on peut demander le consentement des internautes. C'est une recommandation. C'est comme dans tout, hein. Si vous prenez le RGPD, comme toute loi, il y a l'esprit et la lettre. Donc, si on prend la lettre, la technologie qu'on utilise aujourd'hui, comme elle est inscrite dans le terminal de l'internaute, elle est soumise à consentement. Donc, on préfère recommander à nos clients d'utiliser de mettre nos solutions dans le consentement. Ensuite, ça dépend parce qu'on a des solutions qui gardent de la donnée en local de session en session. On a des solutions qui ne gardent pas de données de session en session. Donc, dans les degrés, dans les finalités de consentement, on peut très souvent être positionné dans les finalités nécessaires au fonctionnement du site, au même titre que la conservation d'un panier ou d'autres informations. Donc ça, c'est le premier point. Donc on va dire que d'un point de vue juridique, on peut voir ça comme étant au même niveau que les cookies pour le consentement, mais en réalité, c'est quand même un niveau beaucoup plus bas. Et d'un point de vue ensuite technologique, là, la différence avec la technologie cookie, elle se fait principalement sur la simplicité d'implémentation, la rapidité d'exécution sur le site et donc vraiment d'un point de vue UX, hein, le fait que les solutions s'affichent vite pour les internautes et le fait que ça ne ralentisse pas les performances techniques du site, ce qui a un impact aussi évidemment sur le SEO, hein, sur le référencement, puisque Google regarde aussi la performance technique d'un site pour le faire remonter plus ou moins haut dans ses rankings de pages. Donc voilà les principales différences avec un environnement cookie-based, on va dire. Ok, je continue. Donc j'espère que ça répond à la question de Carole. Et donc ensuite, on va faire un petit focus très rapide sur les deux solutions qui ont été installées sur le site de Direct Optique. Et ensuite, vous verrez une démonstration live, préenregistrée quand même pour éviter les surprises, mais en tout cas live de ces deux solutions en fonctionnement. Donc la première s'appelle Flashback. Flashback, c'est une solution qui permet à l'internaute, soit lorsqu'il revient sur le site, soit pendant sa navigation sur le site, de conserver à un endroit très accessible les derniers produits qu'il a consultés. Ça lui permet donc, lorsqu'il revient, en un clic, de retrouver les produits qu'il avait vus lors de sa précédente session ou lors de sa session en cours, pour pouvoir les conserver en mémoire
et potentiellement revenir dessus ou alors les ajouter directement au panier quand c'est pertinent. Sur un site internet, sur un site de e-commerce, plus le nombre de références est important, plus l'internaute va visualiser des produits différents, mais va ensuite, pour réaliser sa conversion, il va devoir retrouver les produits qu'il avait vus précédemment. Et on imagine bien qu'entre les avoir à portée de clic dans un espace ou alors devoir renaviguer dans les menus ou refaire une recherche sur le moteur de recherche s'il est performant, on apporte de cette manière beaucoup de simplicité. Donc l'innovation de cette solution-là, elle se fait à plusieurs niveaux. Elle se fait dans la partie purement UX qui fait que les produits, on va dire, s'implémentent dans la solution au fur et à mesure. Elle se fait aussi sur la partie technique, puisque pour faire ça, on n'a pas besoin de savoir que l'internaute X2233 a vu tous ces produits-là et de stocker ça quelque part. Ça se fait vraiment de manière dynamique sur le site en temps réel et ça n'impacte pas le temps de chargement des pages. Et vous n'avez pas besoin, si ma mémoire est bonne non plus, de flux de produits, parce que vous n'utilisez pas de flux de produits. C'est-à-dire que vous récupérez directement au fur et à mesure de la navigation les images, les ID produits, etc. Et vous, je ne sais pas comment vous faites, mais en tout cas, ça fonctionne. On n'a pas non plus eu à fournir de flux de produits, de le mettre à jour, s'assurer qu'il ait l'intégrité du flux, etc. Effectivement, tu as raison. En fait, la solution fonctionne vraiment en standalone. Elle va réafficher les produits qui ont été consultés et va rechercher les images, les prix et les différentes informations nécessaires directement sur les pages produits. Donc, d'ailleurs, cette solution ne présente que des produits qui sont toujours disponibles sur le site. C'est-à-dire que si entre-temps le produit est sorti du stock ou a été déréférencé pour une raison ou pour une autre, le produit n'apparaîtra pas dans la barre. Très bien. Je continue. Et donc, Propulse, c'est une solution alors, qui répond à un objectif à peu près assez proche, qui consiste à raccourcir les cycles de vente et à faciliter la navigation des internautes. Propulse, c'est un call to action qui, lorsque l'internaute revient sur le site, va lui proposer en un clic de reprendre sa précédente session. Donc, typiquement, un internaute qui va effectuer une recherche, qui va arriver donc, sur une page liste, avec de nombreux produits, qui va pouvoir filtrer ses produits en fonction de ses attentes ou de ses préférences. Lorsqu'il revient sur le site, il va pouvoir en un clic retrouver le résultat de sa recherche avec les filtres qui sont toujours sélectionnés. Ou lorsqu'un internaute, par exemple, entame une transaction et saisit une adresse de livraison, s'il ne va pas au bout de son parcours d'achat, pour plein de raisons possibles et imaginables, sinon on serait tous très contents d'avoir zéro drop dans nos funnels. Et bien lorsqu'il revient sur le site, on va lui proposer de revenir à cette étape-là en un clic et on aura conservé, sans avoir exporté la donnée du coup, on aura conservé l'adresse qu'il a saisie, les informations qu'il a saisies pour qu'il puisse de manière très simple poursuivre sa transaction. Ce qu'on se disait en préparation, c'est effectivement ça évite, ça évite pas, il peut y avoir un autre intérêt à avoir un compte client, mais en l'occurrence, sans compte client, l'internaute retrouve son environnement, son contexte, ses recherches, etc. Tu as raison et tu mets le doigt sur un vrai point, c'est que on a beaucoup de sites internet qui se focalisent sur le compte client, donc sur le fait d'utiliser les données du CRM et du compte client pour personnaliser l'expérience ou apporter de la valeur en plus. Mais généralement, quand on regarde la big picture sur ces sites, malheureusement, les comptes clients représentent une part finalement faible du trafic. Et l'intérêt de ces solutions, on va dire, légères, agiles, qui fonctionnent sur des données first party de navigation, c'est aussi qu'elles s'adressent à tous les internautes qui ne sont pas encore à ce stade-là du parcours client. Et on a une question sur le chat. Est-ce que les éléments présentant le layer Propulse sont bien personnalisables? Absolument, absolument. Alors, il se trouve que ce n'est pas le cas sur DirectOptics, mais on peut personnaliser les éléments qui sont dans cet élément que vous voyez ici, en reprenant par exemple le nom du dernier produit vu, en disant lors de votre dernière visite, vous aviez vu des lunettes de soleil Ray-Ban, elles sont toujours disponibles, cliquez ici pour les retrouver. Ou alors, lors de votre dernière visite, vous aviez entamé
vous aviez commencé à saisir une adresse de livraison, cliquez ici pour terminer. On peut également mettre des images là-dedans. Donc, on a certains clients, par exemple, dans le groupe Acuitis aussi, pour ne pas les nommer, qui font de la réservation de salles de séminaire. Et là, on va récupérer l'image du lieu qui avait été consulté par l'internaute. Donc, on peut vraiment personnaliser Alors, un des intérêts de Potion, au-delà de la techno, hein, c'est aussi l'aspect 100% personnalisé. Tous les éléments du UX que vous voyez et que vous allez voir au cours de la présentation sont adaptés à la charte graphique du site et peuvent être vraiment dimensionnés comme on le souhaite. Donc là, typiquement, sur le site de Direct Optics, ce que nous voyons à l'écran, c'est un format qui ressemble un peu à un chatbot, hein, ces fameux chatbots qu'on voit fleurir désormais sur tous les sites, presque. Mais cette solution-là peut être traduite dans un petit bouton, dans un bandeau, dans une pop-up éventuellement, même si ce n'est pas forcément ce qu'on recommande. Donc, c'est très, très personnalisable. Très bien. Je continue. Super. Donc là, normalement, vous allez assister à une démonstration, enfin une vidéo, un enregistrement d'écran de Direct Optic que je vais commenter en live si, bien entendu, Oups. si ça s'affiche. Ah. Alors, je ne sais pas, Bertrand, si tu cliques au milieu, si jamais Est-ce que vous voyez quelque chose là? Non? Non. Non, d'accord. Ah, il faut que je clique au milieu, pardon. Ah oui, mais ça m'ouvre le drive, mais malheureusement. Alors, je vais peut-être partager par contre à nouveau différemment. Décidément. Non, ça, je vais revenir en arrière, pardon, et je vais vous partager mon écran cette fois pour que vous voyez. Là, vous voyez? Oui, tout à fait. Alors, je reviens au début Super. et je lance. Il n'y a pas de son, hein, je crois, hein, de toute façon. Non, il n'y a pas de son. Non, non, non. Donc là, nous sommes sur le site de Direct Optic. Donc, je suis sur la page d'accueil. Je vais aller dans l'onglet, dans le menu, chercher des lunettes de soleil pour femmes. Tu me dis, je coupe, hein, je peux faire pause. J'arrive sur cette fameuse page liste et donc là, je vais sélectionner par exemple un des attributs, la taille des lunettes, on va dire taille moyenne. C'est un exemple. Hein, mais... Et si je quitte le site à ce moment-là, oui, on l'a mis plus tôt. Et que je reviens. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Je vais voir donc, le bouton Propulse qui s'affiche et qui me propose de reprendre ma navigation. Je peux bien entendu le réduire ou l'agrandir. Si je clique dessus, ça va me ramener précisément là où j'en étais en ayant conservé le filtre qui a été utilisé. Ensuite, si j'avance un petit peu dans mon parcours, je vais aller m'intéresser à cette paire de lunettes, mais potentiellement, je peux être intéressé par d'autres paires de lunettes. Et donc là, je vais consulter une deuxième page produit. Et donc, vous allez voir que dans le petit bandeau qui est en bas, donc qui est flashback, la deuxième paire de lunettes va se mettre. Donc, elle est accessible directement. Et je peux, en cliquant sur la petite épingle qui est là, la mettre en favori pour être sûr qu'elle ne disparaisse jamais. Parce que si je visite beaucoup de pages produits, au bout d'un moment, elle va être poussée par les nouveaux produits que je visite. Et donc, si je quitte le site et que je reviens dessus, flashback est toujours affiché et me permet, en un clic, d'aller voir le produit, par exemple. Si je vais un petit peu plus loin dans mon parcours, cette fois-ci, et que je vais, disons, jusqu'au panier, comme on peut le voir à l'écran, à ce moment-là, je suis un internaute qui est plus engagé qu'un internaute qui va juste regarder de nombreux produits. Je suis vraiment en phase d'achat. Donc, si je quitte le site et que je reviens sur le site, on ne va pas avoir envie de me dire voici tous les produits que vous aviez consultés. On va plutôt avoir envie de me dire vous aviez une commande en cours, cliquez ici pour la reprendre. Et donc, dans ce cas-là, on ramène directement l'internaute dans son panier. Donc, c'était un moyen d'illustrer le fait que les solutions fonctionnent ensemble aussi, hein, pour créer des parcours utilisateurs personnalisés et que finalement, on donne à l'internaute des moyens faciles pour simplifier sa conversion et se rapprocher de sa conversion. Très clair. Je vais repartager la présentation. Normal. S'il y a des questions sur ce qu'on vient de voir, n'hésitez pas. On était là, de mémoire. Vous voyez à nouveau mon écran? Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bah, ce que je vous propose, c'est d'expliquer très rapidement. Juste, il y a une question sur l'affichage mobile.
Est-ce que ça se fait de la même manière dans le mobile? C'est une fois de plus une excellente question. Ça ne se fait pas de la même manière, puisque j'imagine que la personne qui pose la question, comme de nombreux d'entre vous savent, qu'on n'a pas du tout la même ergonomie et la même UX en mobile et en desktop. En tout cas, ce serait une erreur. Donc, en mobile, ces solutions-là ont des UX qui sont différentes. Donc, si je reprends l'exemple de Flashback, hein, donc le bandeau qu'on voyait sur le desktop, évidemment, on ne met pas de bandeau sur mobile. Donc, dans ce cas-là, le carousel produit, c'est un carousel produit qui va être intégré dans le site. Donc, au sein d'une div, pour ceux qui... donc, vraiment intégré dans le site. Et en ce qui concerne Propulse, on va plutôt travailler sur des bandeaux de la même manière qui viennent s'intégrer parfaitement dans le déroulé des pages. Donc, on a toujours un design desktop, un design mobile qui sont proposés à nos clients. Donc là, on est dans le cas de sites responsive ou de sites mobiles. Dans le cas des apps, il y a là aussi des spécificités ou pas? Alors, dans les applications mobiles, pour le moment, ces solutions ne sont pas mises en place sur les applications mobiles. En fait, la raison principale à ça, c'est que, en général, les applications mobiles, sauf si ce sont des sites mobiles embarqués, auquel cas ça fonctionne très bien, hein, mais en général, les applications mobiles sont développées, on va dire, sur mesure et utilisent déjà des principes de conservation de données en local. Et donc, ces fonctionnalités-là, on va dire, ont une pertinence moins importante dans les applications mobiles, puisque généralement, si l'application mobile est bien faite, c'est des solutions, c'est des fonctionnalités qui devraient être natives. D'accord. Et comme tous les sites e-commerce ne disposent pas d'application mobile de la même manière, c'est vrai que... Donc, je suis sur la bonne page là, configuration, installation, mesure. Alors, c'est bon. Alors, je ne sais pas si Karim, tu es de retour. Je vais vous expliquer très rapidement le process. Et si Karim... Je suis là. Ok, je te laisserai nous expliquer un peu toi quel a été ton ressenti de la chose. Mais très, très concrètement, hein, la phase d'installation de ces potions est extrêmement simple. On a besoin pour travailler donc d'un accès à Google Analytics ou un autre outil d'analytics, hein, d'ailleurs, peu importe. On va faire valider à nos clients des maquettes. Ça va être typiquement les designs que vous avez vus, qui vont être faits sur mesure par un designer en interne et validés par vous. On va vous faire valider aussi des scénarios d'affichage. Donc, en l'occurrence, ce que nous venons de voir avec quand je suis dans un panier, c'est Propulse qui s'affiche. Si j'ai vu plusieurs produits, c'est Flashback. C'est des scénarios qui sont complètement sur mesure qu'on va pouvoir vous faire valider. Et ensuite, il suffit de poser un tag sur le site, comme le disait Karim tout à l'heure, pour que les potions s'activent et ensuite que les données d'utilisation de ces potions remontent directement dans une plateforme qui s'appelle le Lab, dont je vous parlerai juste après. Karim, est-ce que j'ai oublié des étapes dans la configuration? Est-ce que c'est comme ça que tu l'as vécu? Nous, on a tendance à dire que pour faire avancer le projet, nos clients n'ont qu'à faire des hochements de tête dans des visios, ce qui peut paraître un peu... ce qui peut paraître un peu... Mais non, c'est ça. Nous, on a plus répondu, on a plutôt fait des oui par email, mais oui, il y a pas de. C'était assez simple, effectivement. Alors, je sais pas si vous m'entendez bien parce que j'ai quelques petits soucis de connexion, mais non, c'était très bien résumé. C'était ça, hein, c'était très très simple. Et une fois de plus, nous, c'est une des raisons principales qui ont fait qu'on a donné suite à la sollicitation qu'on avait eue avec toi, Paul, au début. C'était justement que tu nous avais promis une solution très simple à mettre en place et la promesse était tenue. Donc c'était tout à fait ce que tu as décrit. Super. Mais donc là, il y a un truc un peu contradictoire. Il y a de la data qui remonte dans la plateforme quand même. Oui. Eh bien non. Alors ça, c'est aussi une spécificité sur laquelle je peux revenir brièvement. Mais donc, nos technologies, comme elles ne stockent pas de données, envoient en fait des événements aux plateformes d'analytics. Donc, si je prends l'exemple de Google Analytics, quand un internaute va cliquer sur Propulse, on va envoyer à Google Analytics l'information qu'il y a eu un clic sur Propulse. Et ensuite, nous, notre plateforme, la seule chose qu'elle va faire, c'est interroger Google Analytics
pour savoir sur telle période combien d'utilisateurs ont cliqué, par exemple, sur Propulse. Donc ça a deux vertus. La première vertu, c'est de ne pas de nouveau stocker de données. Mais la deuxième vertu, c'est une vertu aussi de transparence, c'est-à-dire que tout chiffre qui va être mis en avant dans notre plateforme va pouvoir être challengé par nos clients directement dans leurs outils d'analytics. Donc ils ont accès à la donnée brute. D'accord. Je continue. OK. Donc on parlait tout à l'heure des résultats. Donc la capture d'écran que vous voyez sur la droite, c'est donc cette fameuse interface qui s'appelle le lab et qui permet de remonter les résultats des potions. La collaboration a vocation à avoir des impacts, donc évidemment, performance du site, technique et organisationnelle. Sur la partie business, et Karim, je te laisserai bien entendu compléter si tu le souhaites, hein. Mais les indicateurs principaux qui vont être pilotés de façon récurrente par Karim et ses équipes, c'est pour chacune des potions installées sur le site, le pourcentage des internautes exposés à la potion qui vont l'utiliser, la part des revenus du site web qui vont être générés par ces internautes, et dans quelle mesure ces internautes ont généré plus ou moins de revenus que les internautes qui n'ont pas utilisé la solution. Et donc, on peut voir dans le cadre là très concret de Propulse et Flashback qu'on a des taux d'utilisation qui sont très élevés. Donc, 18,5%, ça veut dire que sur 100 utilisateurs qui voient Propulse, on en a quasiment 20 qui utilisent le bouton, donc qui va leur permettre de fluidifier leur navigation. Et la conséquence de ça, c'est que ces internautes sont beaucoup plus enclins à convertir que les autres. Et on voit cet écart avec le x1,8 qui montre l'écart entre donc, les non-utilisateurs et les utilisateurs d'autre part. Et donc, je ne reviens pas sur le détail des résultats pour... Pardon. Et ouais, non, c'était un sujet qui avait donné lieu à beaucoup de discussions entre Paul et moi, parce que je suis, par nature, je suis assez sceptique sur les métriques qu'on me présente. Donc, on avait beaucoup challengé la chose. Mais au final, on en a quand même conclu qu'il y avait une efficacité certaine du dispositif. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à avoir des clients qui nous faisaient part de leur satisfaction par rapport aux fonctionnalités qu'on avait mis avec Potion au niveau du service client et du discours qu'ils avaient. Alors bon, nous, on a beaucoup d'échanges avec nos clients parce que pour vendre une paire de lunettes, il y a des histoires d'ordonnance, de correction, il faut expliquer aux gens quel type de verre. Donc, on a vraiment beaucoup d'échanges, que ce soit du chat, du téléphone, des emails. Et donc, on a commencé à avoir des gens qui nous disaient « Ah, mais par contre, c'est vachement bien le nouveau système que vous avez mis là, où on a les lunettes en bas, où la dernière fois, je suis revenu et j'ai pas eu à retaper mon formulaire. » Donc, il y avait à la fois les signaux analytiques, ce qui est présenté à l'écran, mais on avait aussi un vrai retour, feedback des utilisateurs qui nous disaient apprécier les solutions. Donc, ça nous a quand même conforté sur le fait que c'était efficace et que ça servait vraiment à quelque chose. Très bien. J'ai deux questions là. Il y a à nouveau une question sur la pose de tag. Oui. Mathilde qui demande si, comme il y a pose de tag, il y a par contre bien soumis au consentement pour que la solution puisse être activée pour le client. Première question. Et l'autre question porte sur les navigateurs, outre Chrome. Est-ce que Safari récupère les données? Je présume que les potions sont des scripts. Est-ce que cela n'impacte pas les perfs? Qu'en est-il des adblocks? Ok. Alors, je vais prendre les questions dans l'ordre. Sur la partie tag et consentement, effectivement, c'est un tag et donc ça dépend du niveau de consentement que vous attribuez au tag. Donc, très concrètement, si vous déclarez le tag potion comme une solution nécessaire au fonctionnement du site, au même titre, donc, comme je le disais tout à l'heure, que la conservation d'un panier ou d'autres fonctionnalités, à ce moment-là, ce sera soumis au consentement, mais dans la partie nécessaire. Si jamais vous décidez que ce sont des finalités publicitaires, ce qui n'est pas le cas, mais supposons pour l'exemple, et que l'internaute ne donne pas son consentement, à ce moment-là, si la CMP que vous avez en place fonctionne bien, le tag ne devrait pas être chargé, effectivement. Aujourd'hui, sur la grande majorité de nos clients, les solutions potions sont mises dans des niveaux de finalité qui font qu'on est affiché systématiquement.
Donc ça c'était pour la première question. Et du coup, je rebondis tout de suite sur la troisième question qui concerne les scripts et l'impact sur le site. Certes, c'est un script, effectivement, mais c'est un script qui a deux mérites, on va dire. Le premier mérite, c'est d'être asynchrone. Donc il ne se charge qu'une fois que tous les éléments nécessaires au fonctionnement du site sont chargés. Et le deuxième mérite, c'est que comme c'est un script qui ne pose pas de cookies, eh bien, les allers-retours, le nombre de chargements nécessaires, on va dire, sont très limités par rapport à des scripts plus classiques. Et on vérifie ça chez nos clients on a un protocole de test qui nous permet de tester les performances du site avec et sans potion. Et on constate qu'il n'y a vraiment aucun impact sur les performances du site. Alors Karim, est-ce que toi tu as constaté des impacts? Peut-être que c'est des choses que vous avez regardées. Sur la dégradation de performance du site suite à la mise en place de potions? Oui. Oui, non, nous, on n'a eu aucun impact en termes de performance, en tout cas aucun impact négatif. C'était tout à fait satisfaisant. Okay. Mais c'est vrai qu'on a très souvent cette question, et à juste titre, puisque le marché a quand même eu tendance beaucoup à externaliser ses solutions et donc à empiler des solutions tierces sur des sites web. Il y a sûrement des personnes dans l'audience qui sont sur des CMS comme PrestaShop ou Shopify, où il y a des plugins qui sont disponibles et qu'on a tendance à assez facilement ajouter finalement, qui viennent alourdir le site. Vraiment, la vertu principale de cette technologie Edge Computing sans cookies, c'est d'avoir un impact nul sur le site. Les adblocks, ça, c'est... Pardon. Non, mais c'était ça. Je voulais continuer sur les adblocks et sur les différents navigateurs. Donc les adblocks, jusque-là, alors on fait des tests régulièrement, mais jusque-là, les principaux adblocks du marché ne bloquent pas nos solutions. Donc voilà, je ne pourrais pas en dire grand-chose de plus parce que j'ai pas malheureusement pas beaucoup d'informations sur leur stratégie vis-à-vis de ce type de solution, mais les adblocks ne bloquent pas nos solutions. Et sur les différents navigateurs, les potions fonctionnent sur l'ensemble des navigateurs, y compris Safari, sauf Internet Explorer, mais pas Edge, Internet Explorer. Donc ça doit être quelque chose comme 1,5% du trafic, je crois, sur les dernières stats que j'ai pu consulter. Donc Safari, c'est OK, et tous les autres navigateurs, ça fonctionne aussi. D'accord. Je ne sais pas si tu vois le chat, Mathilde donc reformule ce qu'elle veut comprendre, c'est que ce n'est pas considéré comme finalité personnalisation du site, puisque ce sont en usage des use cases de reprise de navigation et qu'il n'y a pas de stock de données. C'est ça, on est bien d'accord. C'est pour ça qu'il n'y a pas de consentement, ou il y a un niveau de consentement qui est lié au fonctionnement du site et pas à l'action publicitaire. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas de données qui sont stockées à l'extérieur et donc que les internautes ne sont pas identifiés. Mais je voudrais juste quand même préciser, parce que je pense que c'est important, c'est évidemment pas nous qui décidons du niveau de consentement nécessaire à nos potions. Nous, on a fait mener des études de notre côté, donc on produit pour ça des recommandations. Il peut arriver que chez certains clients qui ont des services juridiques particulièrement prudents ou pour des raisons que l'approche soit plus du côté de la lettre, on va dire, que de l'esprit sur la partie RGPD. Mais ce n'est pas à notre main une fois de plus. Et puis, je crois qu'il y avait une autre question. Comment se gère la pose du tag dans un contexte où le client peut naviguer entre deux domaines différents? Un domaine pour le site prospect, un domaine différent pour le tunnel d'achat. Alors, c'est une bonne... je comprends bien la question. Effectivement, la technologie qu'on utilise fonctionne sous un domaine. Donc, s'il y a changement de domaine, en principe, il y a perte des informations d'un domaine à l'autre. Donc, ça ne fonctionne pas en théorie d'un domaine à l'autre. En revanche, s'il s'agit d'un sous-domaine, il y a des solutions pour des solutions techniques un peu complexes, mais qu'on sait mettre en place, qui permettent de transférer la donnée d'un domaine à un sous-domaine, par exemple. Mais ce serait intéressant de discuter de ce cas
spécifique parce que je soupçonne qu'il doit plutôt s'agir d'un sous-domaine, parce que ça me paraît assez... Vous pouvez prendre la parole, Claire V, qui... Oui, bonjour. Bonjour. Non, en fait, malheureusement, ce n'est pas un sous-domaine. C'est vraiment deux domaines différents. Et c'est une problématique qu'on a sur notre site avec plusieurs acteurs d'ailleurs, justement. Donc, sur nos actions médias, on a tendance à rajouter un deuxième tag sur le deuxième domaine. Mais là, je ne sais pas si vous arrivez, vous, à communiquer. Si. Alors, en fait, ce que l'on peut faire dans ces cas-là, là, je rentre vraiment dans quelque chose de technique, mais effectivement, c'est d'avoir un tag sur chaque domaine. Détecter sur le premier domaine qu'il y a eu un clic sur la solution pour que, lorsque l'internaute arrive sur le second domaine, on puisse procéder automatiquement à sa redirection sur la bonne page. Donc, il y a des moyens techniques pour le faire. Ok, entendu. Merci beaucoup. De rien. Je continue. Alors voilà, il y a d'autres produits. Tu vas nous en faire rapidement. On est dans les temps, on a le temps. Voilà. Enfin, moi, j'avais prévu jusqu'à 16 h, donc je te laisse commenter ces autres potions. Ça marche. Je vais aller très vite, mais aujourd'hui, Potion propose 5 potions. Parmi ces potions, nous en avons déjà vu 2 qui sont Flashback et Propulse, et donc il y en a 3 autres, Multiply, Switch et Connect. Ce que l'on peut faire, Bertrand, si ça te convient, c'est passer tout de suite sur la slide suivante, comme elles sont détaillées ensuite. Donc Multiply, très rapidement, c'est une solution de recommandation de produits personnalisés. Donc l'objectif, c'est d'afficher aux internautes les produits les plus pertinents tout au long de leur parcours utilisateur pour maximiser la probabilité qu'ils soient exposés à des produits qu'ils ont envie d'acheter. C'est des solutions qui sont assez répandues sur le marché. Vous connaissez tous les moteurs de recommandation. Vous aimerez aussi. Les internautes qui ont vu ça ont aussi vu ça. Complétez votre panier. Et donc, on va dire l'innovation qu'on apporte là-dessus avec Multiply, c'est vraiment la simplicité de mise en place, la performance des algorithmes qui sont utilisés et le fait que l'UX et l'UI soient vraiment adaptés de manière extrêmement précise à chaque site Internet. Pour ne citer qu'un exemple, par exemple, on fait ça chez Alltrix. Pour ceux qui connaissent Alltrix, c'est un spécialiste du vélo, running et outdoor qui a été racheté par Decathlon il y a quelques années maintenant. Et on est parvenu chez Alltrix à faire augmenter le panier moyen de 5% avec ces solutions-là, sans que personne ne soit impliqué, on va dire, chez eux, et sans qu'il y ait eu besoin de modifier leur roadmap. Alors que généralement, ces sujets-là sont des sujets qui impactent très lourdement la roadmap. Donc, Karim, dans les lunettes, j'imagine que tu ne conseilles pas des casquettes associées à la lunette, non? C'est ça, c'est moins adapté peut-être? Effectivement, c'est pas terrible, mais c'est une des raisons pour lesquelles on avait discuté d'utiliser ce produit-là, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué pour nous par rapport aux lunettes. Il y a d'autres critères que des critères esthétiques ou de catégories qui rentrent en compte pour le choix. Et donc pour l'instant, on n'avait pas avancé là-dessus. Je passe au produit suivant. Ça marche. Donc Switch, très rapidement, c'est une solution de ciblage comportemental. Donc l'intérêt, c'est d'afficher un message. Ça peut être une promotion, mais ça peut aussi être un message de réassurance. D'assurer un message à l'internaute lorsqu'il manifeste une intention d'abandonner le funnel de conversion. Et donc, on connaît tous l'exit pop-up, la fameuse pop-up qui s'affiche quand on souhaite quitter le site, qui affiche qui montre en fait des performances assez bonnes si on regarde en surface, puisqu'on va voir le volume d'achat qui va augmenter forcément, puisqu'on distribue les coupons de réduction. Et l'innovation qui est apportée par Potion sur ce sujet-là, c'est d'avoir une approche très pointue et très précise des conditions d'affichage de la pop-up. Et donc, on va analyser en amont avec des algorithmes qui sont construits chez nous, qui vont se brancher sur Google Analytics ou AT Internet ou d'autres. On va analyser les sessions historiques pour déterminer un cadre très pointu d'affichage de ce coupon. Donc, l'objectif, ça va être de l'afficher le moins possible, mais aux internautes le plus pertinent possible pour maximiser non pas le volume d'affaires, mais plutôt la marge. Très bien. Il y a 2 questions là sur les potions. Il semble que Connect n'est pas forcément disponible sur Safari, non? Effectivement, Connect n'est pas disponible sur Safari.
C'est la seule potion que nous ayons qui ne soit pas disponible sur tous les navigateurs, comme je le disais tout à l'heure. Donc, Connect, pour ceux qui sont sur la présentation, c'est la slide d'après. Hein. Mais effectivement, ce n'est pas disponible sur Safari. On peut aller sur Connect, d'ailleurs. Pour expliquer Connect, hein, Connect, c'est une solution de simplification de l'authentification. Quand vous avez un internaute sur votre site qui va créer un compte client, puisqu'il est arrivé au bout de son tunnel, souvent, dans le meilleur des cas, le navigateur va lui proposer d'enregistrer son identifiant et son mot de passe. Lorsque l'internaute revient la fois d'après et qu'il est déconnecté, parce que sa session, par exemple, a expiré, on va, grâce à Connect, authentifier l'internaute directement sur la page d'accueil. Donc en fait, dès que l'internaute va arriver, Connect va détecter que cet internaute a un compte client enregistré dans son navigateur. Et il va demander au navigateur de procéder à la connexion. Et donc ça permet d'enlever un frein psychologique à l'internaute, qui est de se dire, à un moment dans mon parcours, il faudra que je me connecte. Est-ce que j'ai toujours un mot de passe et un identifiant pour ce site? Je ne sais plus. Évidemment, l'internaute ne se souvient pas s'il l'avait enregistré ou pas. On va faire ça immédiatement dès la page d'accueil. Donc ça permet d'augmenter les taux de conversion et aussi de loguer plus tôt l'internaute, ce qui permet d'amener de la donnée dans le CRM plus rapidement. Et effectivement, sur cette solution-là, malheureusement, ce n'est pas disponible sur Safari puisque ça ne fonctionne que sur les navigateurs qui sont équipés d'un noyau Chromium, ce qui n'est pas le cas de Safari. Et malheureusement, à date, nous n'avons pas encore de visibilité sur la possibilité de faire fonctionner cette solution sur Safari. D'accord. Il y avait une autre question sur la possibilité de proposer un prix avantageux si le produit recommandé à ajouter au panier. Alors, je ne suis pas certain d'avoir... Oui, moi non plus. Elsa, si vous voulez commenter. Je ne sais pas si c'est possible pour vous. Bonjour. C'était sur la première potion. Le fait du coup de recommander des produits additionnels, est-ce que c'est possible de proposer une remise du coup pour que ça soit plus tentant de commander un produit supplémentaire? D'accord, ok, j'ai compris. Alors en fait, de base, on va dire, dans cette solution-là, on met en avant les prix barrés, par exemple. C'est-à-dire que si vous avez déjà, vous, des produits qui sont promotionnés, ils vont apparaître mécaniquement. Si vous souhaitez qu'ils apparaissent de manière plus fréquente, on va les surpondérer dans l'algorithme pour qu'ils remontent principalement. Et ensuite, si vous souhaitez créer des produits spécialement promotionnés à cet usage-là, eh bien, il vous suffira, vous, de les créer de votre côté dans votre CMS, par exemple, et les flaguer entre guillemets, de les flaguer dans le flux pour que nous, on puisse dire, quand on doit faire une recommandation, on va chercher les produits de ce flux-là parce qu'ils ont des promotions spéciales. Ou on pourrait aussi combiner cette solution Multiply et la solution dont je parlais juste après, Switch, qui est une solution de coupon de réduction pour générer du coupon de réduction spécifiquement sur cette démarche-là. Donc ça ne se fait pas dynamiquement, c'est-à-dire on ne peut pas dynamiquement affecter un prix promotionnel s'il y a un produit ajouté, même si ce produit ajouté n'est pas prix barré. Disons que nous, on ne va pas avoir un impact sur les prix directement. Ouais. Donc on peut faire deux choses, c'est soit sélectionner des produits qui sont déjà promotionnés, éventuellement s'ils ont été créés spécifiquement, ça marche aussi, soit appliquer un coupon de réduction. Donc on pourrait afficher par exemple, si vous ajoutez un produit supplémentaire, vous aurez une réduction de X%, et ensuite appliquer automatiquement le coupon dans le panier. Ça, c'est des choses qui fonctionnent. Ok, merci. Voilà. Donc il y avait une autre page là. Non, c'est celle-là. Je suis bon là. Sur les potions, on a tout fait. On a tout fait. Et donc j'en arrive à la partie mesure de performance. Donc là, c'est le lab dont on a déjà parlé tout à l'heure. C'est donc l'interface qui nous permet de suivre en temps réel l'impact des potions sur votre site. Et je vous encourage, e-commerçants qui participaient à ce webinaire, à aller visiter cette URL, lab.get-potion.com, puisqu'en fait, cette interface va aussi vous permettre, premièrement, de visualiser des benchmarks. Donc, on va vous montrer des KPI qui sont des moyennes de certains ratios chez nos clients. Donc, par exemple,
le nombre de sessions nécessaires à une conversion, le temps, combien rapporte en moyenne 1 minute de plus passée sur un site par un prospect. Plein d'indicateurs comme ça qui sont extrêmement intéressants, qui sont généralement pas accessibles dans vos outils d'analyse classiques. Hein. Ce n'est pas des choses que vous pouvez retrouver facilement, par exemple, dans Google Analytics, sinon ça n'aurait pas énormément de valeur. Et donc, vous allez pouvoir voir ça tout de suite en créant votre compte gratuitement. Et dans un second temps, vous pourrez connecter vos outils d'analytics et pouvoir avoir ces KPI pour votre site. Et donc, comparer les KPI, on va dire, moyens marché par rapport aux vôtres. Ce qui peut, évidemment, vous donner des idées d'optimisation, indépendamment de potions, évidemment, et potentiellement les potions qui impactent ces fameux KPI. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site et créer un compte gratuitement. Ça prend 1 minute et vous aurez tout de suite des infos super intéressantes sur les sites en général et potentiellement votre site à vous. On peut filtrer par univers? On peut filtrer par mobile, desktop, oui, tout à fait. On peut avoir les données cumulées mobile, desktop ou mobile uniquement, desktop uniquement. Oui, non, mais je pense par univers produit. C'est-à-dire quelqu'un qui fait du textile, il ne va pas se comparer à un marchand comme Karim. Et effectivement, c'est un bon point et c'est la prochaine évolution. D'accord. De ce lab qu'on a sorti il y a, je dirais, une dizaine de jours, donc c'est tout récent. D'accord, j'ai mis le lien dans le chat pour ceux qui... il sera envoyé avec la presse de toute façon. Mais pour ceux qui sont pressés, voilà, ils peuvent le retrouver ici. Peut-on appliquer ces données pour de l'A/B test UX? C'est Matt qui pose la question. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi la question, mais sur les A/B tests, en tout cas, une chose est certaine, c'est que nos potions peuvent être A/B testées à partir d'un volume de trafic, puisque pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait des A/B tests, et je présume que vous êtes nombreux, vous savez qu'avant d'avoir des résultats qui sont statistiquement significatifs, il faut quand même un certain volume de données. Et donc, en fonction des potions et du taux de couverture de ces potions sur votre audience, il va falloir plus ou moins de temps pour avoir des résultats significatifs. Mais on peut faire des A/B tests avec ces solutions. Il y a deux manières de les faire. Hein. Soit on les fait nous-mêmes, donc c'est le tag potion qui va se charger de répartir les internautes aléatoirement et de vous remonter les informations. Soit, si vous avez des outils d'A/B test comme A/B Testy, Chameleon ou d'autres, ceux que Bertrand tu mentionnais en introduction, on les connaît très bien et on est toujours ravis de s'interfacer avec eux pour pouvoir remonter les résultats dans leurs interfaces. Est-ce que ça répond à la question? Je propose de continuer. Donc sur le pricing, ouais, tout ça, combien ça coûte? Voilà, un slide qui précise les choses. Donc effectivement, le principe de pricing de potion, c'est que chaque potion a un prix distinct. Le principe étant que, comme vous l'avez vu avec Karim et Direct Optique, tous les sites n'ont pas forcément besoin de toutes les potions. Donc on préfère avoir un pricing qui soit vraiment adapté aux besoins de nos clients. C'est un abonnement mensuel, donc un prix fixe mensuel, mais sans engagement. D'ailleurs, le terme d'abonnement, du coup, l'abonnement est un peu galvaudé, mais c'est un paiement mensuel et sans engagement. Donc, à partir du moment où vous avez, vous, des cycles particuliers, des événements externes, on va dire, on est flexible et on souhaite accompagner les e-commerçants dans tous leurs enjeux et pas uniquement sur les périodes fortes, par exemple. Et il n'y a pas de frais de mise en place. Donc, c'est des projets qui ont vraiment vocation à être testés de manière agile, puisqu'il n'y a pas de mise en place, pas de ressources impliquées chez vous et pas d'engagement. Donc, c'est la manière dont ça fonctionne. Et en fonction du trafic de votre site, on a différents prix pour chacune de nos potions. Donc, les sites qui font moins de 100 000 visiteurs uniques par mois, en moyenne, les sites qui font de 100 à 500 000 visiteurs uniques par mois et les sites qui font plus de 500 000 visiteurs uniques par mois. Ça me semble clair. Il n'y a pas de questions sur le pricing? N'hésitez pas. Karim, est-ce que je me permets juste de faire intervenir Karim. Karim, toi, est-ce que c'est des modèles de commercialisation qui sont ma question, c'est dans quelle mesure ça t'aide aujourd'hui ce modèle-là
Ou finalement, comme tu es finalement client depuis un petit moment maintenant, est-ce que tu n'aurais pas gagné à être engagé dès le début? Ouais, Ah, je sais pas, j'ai pas. Il va falloir qu'on rediscute du coup. Ah, ouais, je pense que Karim a des petits problèmes de connexion, je pense. non, mais il va rediscuter avec toi, du coup. Fallait pas poser la question, hein. On est très transparent avec nos clients. Allô? Oui, Oui. Oui, désolé. Bon, décidément, il y a des jours comme ça où ça ça veut pas. Non, c'est pas que je voulais pas répondre à la question. Je disais, il faudra qu'on discute du coup, effectivement, Paul, de ça. Mais nous, on a toujours favorisé les relations commerciales agiles qui permettent de s'adapter aux évolutions qu'on peut avoir de notre côté. Donc, bon, nous, ça a toujours été un mode de fonctionnement qu'on apprécie, quoi. Très bien. J'ai une Je sais pas question si j'ai là. bien répondu à la question, parce que j'ai pas entendu toute la question. En fait. si, mais c'était ça, absolument. Il y a une question concernant les critères qui permettent d'alimenter un scénario. Est-ce qu'il est possible de coupler dans un scénario des critères de navigation avec des attributs clients, par exemple, éventuellement un historique d'achat? Absolument. À partir du moment, donc là je vais rentrer un petit peu dans des considérations techniques, mais à partir du moment où c'est des attributs qui sont lisibles en front, comme on ne stocke pas de données, comme vous l'avez compris, on ne peut utiliser que des attributs qui sont disponibles en temps réel dans le navigateur. Donc si c'est des informations qu'on peut requêter, donc par exemple si l'internaute est connecté à son compte client, on sait que c'est un client, donc on peut avoir un comportement différencié en fonction de ça. Si c'est des informations qu'on peut lire dans le data layer, par exemple, si vous avez un data layer actif, c'est des choses qu'on peut prendre en compte. Donc voilà. La réponse est oui, à condition que ce ne soit pas des informations qu'on doit requêter avec un identifiant, puisque notre parti pris, qui est vraiment l'ADN de ce que l'on fait, c'est qu'on n'identifie pas les internautes. Donc l'historique d'achat, non? Bah, l'historique d'achat, il faudrait qu'il soit lisible sans identifiant. D'accord. C'est clair, Émilie, ou vous voulez compléter? C'est clair, donc je continue. Bon, c'était juste ça, une brève conclusion sur Potion. Hein. Donc, on a une startup qui a été créée en 2018. Nous sommes 3 associés, alors 18 collaborateurs depuis, depuis que nous avons fait les slides. Hein, ça bouge vite. On est une startup parisiano-rouennaise. Donc, la moitié de l'équipe est à Paris et l'autre moitié de l'équipe est à Rouen. On a levé un peu plus d'1 million d'euros l'année dernière et on est accompagné évidemment par la FEVAD, dont on est fier d'être membre associé. On a eu le plaisir d'être arrivé à la seconde place du concours Start Me Up organisé par la FEVAD et KPMG. Et on a eu aussi le plaisir de découvrir que nous étions dans le 500 entreprises de la tech qui comptent par le classement French Web 500. Donc voilà, c'était quelques éléments nous concernant. D'accord, je précise que le jury de Start Me Up était un jury de gens capés. Hein. Je ne me souviens plus exactement qui y avait dans le jury, mais je crois qu'il y avait des grands sites et des patrons de grands sites qui envoient passer des solutions. Donc c'est quand même quelque chose qui pèse et qui compte. C'est pas un truc gagné dans une pochette surprise. Voilà. Il y a eu C'est effectivement beaucoup d'implications et ouais. on est vraiment très très content d'avoir. Et Quelques donc, références. quelques références simplement pour mettre en avant le fait que nous ne sommes pas spécialisés sur un secteur ou une taille de site internet. Hein. Nous travaillons avec des sites de toute taille, de tout secteur d'activité. Je ne vais pas les énoncer ici tous, mais c'est assez varié. Et voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur cette slide-là. Et on sera ravis, bien sûr, de répondre à vos questions. N'hésitez pas à interpeller Karim aussi directement, parce que j'ai beaucoup parlé, mais je suis sûr que Karim a beaucoup de choses à apporter. Bah, Karim, c'est pour quand la nouvelle version du site et du coup, les nouvelles Ah potions. ben, vous savez ce qu'on dit, hein, en Hein, informatique, l'urgent est fait, l'impossible est en cours, et pour les miracles, prévoir un délai. Donc, on va voir. On est en train de travailler dessus, mais c'est assez compliqué comme projet. Donc, je pense que ce sera pour dans 3 à 6 mois, on va dire.
D'accord. Et il y aura Potion sur le nouveau site? Ah ben, bien sûr. Sûr. On a en fait, c'est intéressant comme question, remarque, parce que en fait, il y a des fonctionnalités qu'on n'a pas redéveloppées parce que justement, on pensait s'appuyer sur Potion pour le faire. Typiquement, le sélecteur, enfin la wishlist de produits, ben, on n'a pas redéveloppé la fonctionnalité puisqu'on travaille déjà avec la solution de Paul qui nous donne complète satisfaction. Donc, ça nous fait gagner du temps aussi de développement sur la refonte. D'accord. C'est effectivement intéressant. Bah, écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il nous reste quelques minutes pour ne pas dépasser 16 heures. Et s'il n'y a pas d'autres questions, bah, je vais remercier chaleureusement Paul et surtout Karim, parce qu'on aime beaucoup avoir effectivement des témoins. Ça apporte vraiment de la chair et de la valeur à ces témoins, à ces webinaires, à ces présentations. On n'est pas seulement dans une présentation commerciale, et on l'a vu aujourd'hui avec pas mal de questions. Et merci à tous les deux, donc Paul et Karim, et puis à bientôt pour de prochaines aventures. Voilà, vous recevrez les slides, j'imagine, Paul, hein, on pourra les diffuser, et le replay qui devrait être un petit peu monté en raison des problèmes techniques qu'on a eus, mais bon, on va se débrouiller. Merci à tous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.